pratique culturelle. Notre dernière proposition vise à comprendre à partir des mutations dans le mode d'exercice du pouvoir, génératrice de formations sociales inédites, tant les transformations des structures de la personnalité que celles des institutions et des règles qui gouvernent la production des œuvres et l'organisation des pratiques. Le lien établi par Elias entre, d'une part, la rationalité de cours, entendue comme une économie psychique spécifique produite par les exigences d'une forme sociale nouvelle, nécessaire à l'absolutisme, et d'autre part les traits propres à la littérature classique, en termes de hiérarchie des genres, de caractéristiques stylistiques, de conventions esthétiques, désigne avec acuité le lieu d'un travail possible. Mais c'est aussi à partir des divisions instaurées par le pouvoir, par exemple, entre le XVIe et XVIIIe siècle, entre raison d'État et conscience morale, entre patronage étatique et liberté du fort intime, que doivent être appréciées l'émergence d'une sphère littéraire autonome, comme la constitution d'un marché des biens symboliques et des jugements intellectuels ou esthétiques. Un espace de la critique libre est ainsi établi, où s'opère une progression politisation contre la monarchie de l'ancien régime de pratiques culturelles que l'État avait un temps capté à son profit, ou qui était né en réaction à son emprise dans la sphère du privé. En un moment où souvent se trouve récusée la pertinence de l'interprétation sociale, que l'on ne prenne pas ces quelques réflexions et propositions comme l'indice d'un ralliement à une telle position. Tout au contraire, dans la fidélité critique à la tradition des annales, elle voudrait aider à reformuler la manière d'arrimer la compréhension des œuvres, des représentations et des pratiques aux divisions du monde social que tout ensemble elles signifient et construisent. L'histoire entre récit et connaissance. Tant d'incertitudes, crises épistémologiques, tournants critiques, tels sont les diagnostics généralement inquiets portés en ces dernières années sur l'histoire, qu'il me suffise de rappeler deux constats qui ont ouvert la voie à une large réflexion collective. D'un côté, celui proposé par l'éditorial du numéro des Annales de mars-avril 1988, qui affirmait « Aujourd'hui, le temps semble venu des incertitudes, le reclassement des disciplines transforme le paysage scientifique, remet en cause des primautés établies, affecte les voies traditionnelles par lesquelles circulait l'innovation. Les paradigmes dominants que l'on allait chercher dans les marxismes ou dans les structuralismes, aussi bien que dans les usages confiants de la quantification, perdent de leur capacité structurante. L'histoire, qui avait établi une bonne part de son dynamisme sur une ambition fédératrice, n'est pas épargnée par cette crise générale des sciences sociales. Second constat, tout différent dans ses raisons mais semblable en ses conclusions, celui porté en 1989 par David Harlan dans un article de l'American Historical Review qui a suscité une discussion qui dure encore. Le retour à la littérature a plongé l'histoire dans une grave crise épistémologique. Il a mis en question notre croyance à un passé fixé et déterminable. Il a compromis la possibilité de la représentation historique elle-même, et il a miné notre capacité à nous situer dans le temps. Qu'indiquent de tels diagnostics qui semblent avoir quelque chose de paradoxal, en un temps où l'édition d'histoire démontre une belle vitalité et une inventivité maintenue, traduite dans la continuation des grandes œuvres collectives. Le lancement de collections européennes, l'accroissement du nombre des traductions, l'écho intellectuel rencontré par quelques livres majeurs. Il désigne, je crois, cette mutation majeure qu'est l'effacement des modèles de compréhension, des principes d'intelligibilité qui avaient été communément acceptés par les historiens, ou du moins la majeure partie d'entre eux, depuis les années 60. L'histoire conquérante reposait alors sur deux projets. D'abord, l'application à l'étude des sociétés anciennes ou contemporaines du paradigme structuraliste, ouvertement revendiqué ou implicitement pratiqué. Il s'agissait avant tout d'identifier les structures et les relations qui,
indépendamment des perceptions et des intentions des individus, commande les mécanismes économiques, organise les rapports sociaux, engendre les formes du discours. De là l'affirmation d'une radicale séparation entre l'objet de la connaissance historique et la conscience subjective des acteurs subjectives. Seconde exigence, soumettre l'histoire aux procédures du nombre et de la série, ou pour mieux dire, l'inscrire dans un paradigme du savoir que Carlo Ginzburg, dans un article célèbre, a désigné comme galiléen. Il s'agissait là, grâce à la quantification des phénomènes, à la construction de séries et au traitement statistique, de formuler rigoureusement les relations structurales qui étaient l'objet même de l'histoire. Déplaçant la formule de Galilée dans Il Saggiatore, l'historien supposait que le monde social est écrit en langage mathématique et il se vouait à en établir les lois. Les effets de cette double révolution de l'histoire, structuraliste et galiléenne, n'ont pas été minces. Grâce à elle, la discipline a pu ainsi renouer avec l'ambition qui avait fondé au début de ce siècle la science sociale, en particulier dans sa version sociologique et durkheimienne, à savoir identifier des structures et des régularités, partant formuler des rapports généraux. Du même coup, l'histoire se libérait de la bien maigre idée du réel. L'expression est de Michel Foucault, qui l'avait longtemps habité puisqu'elle considérait que les systèmes de relations qui organisent le monde social sont tout aussi réels que les données matérielles, physiques, corporelles saisies dans l'immédiateté de l'expérience sensible. Cette nouvelle histoire était donc fortement arrimée au-delà de la diversité des objets, des territoires et des manières, sur les principes mêmes qui portaient les ambitions et les conquêtes des autres sciences sociales. Les certitudes ébranlées. Dans les 10 dernières années, ce sont ces certitudes, longtemps partagées très largement, qui ont vacillé, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sensibles à de nouvelles approches anthropologiques ou sociologiques, les historiens ont voulu restaurer le rôle des individus dans la construction des liens sociaux, d'où plusieurs déplacements fondamentaux, des structures au réseau, des systèmes de position aux situations vécues, des normes collectives aux stratégies singulières. La micro-histoire, italienne puis espagnole, a donné la traduction la plus vive de la transformation de cette démarche historienne, inspirée par le recours à des modèles interactionnistes ou ethno-méthodologiques. Radicalement différenciée de la monographie traditionnelle, chaque micro-storia entend reconstruire à partir d'une situation particulière normale, parce que exceptionnelle, la manière dont les individus produisent le monde social, par leurs alliances et leurs affrontements à travers les dépendances qui les lient ou les conflits qui les opposent. L'objet de l'histoire n'est donc pas, ou plus, les structures et les mécanismes qui règlent hors de toute prise subjective des relations sociales, mais les rationalités et les stratégies que mettent en œuvre les communautés, les parentèles, les familles et les individus. Une forme inédite d'histoire sociale et culturelle s'est ainsi affirmée, centrée sur les écarts et discordances existants, d'une part entre les différents systèmes de normes d'une société et d'autre part à l'intérieur de chacun d'eux. Le regard s'est déporté des règles imposées à leurs usages inventifs, des conduites obligées aux décisions permises par les ressources propres de chacun, son pouvoir social, sa puissance économique, son accès à l'information. Habiter à dresser des hiérarchies et à construire des collectifs, catégories socio-professionnelles, classes, groupes. L'histoire des sociétés s'est donnée de nouveaux objets, étudiés à petite échelle. Ainsi, la biographie ordinaire, puisque, comme l'a écrit Giovanni Levi, aucun système normatif n'est de fait assez structuré pour éliminer toute possibilité de choix conscient, de manipulation ou d'interprétation des règles, de négociation. Il me semble que la biographie constitue, à ce titre, le lieu idéal pour vérifier le caractère interstitiel et néanmoins important de la liberté dont disposent les agents, comme pour observer la façon dont fonctionnent concrètement des systèmes normatifs qui ne sont jamais exempts de contradictions. Ainsi, la reconstruction des processus dynamiques, négociations, transactions, échanges, conflits, qui dessinent de manière mobile, instable les rapports sociaux
En même temps qu'il découpe les espaces ouverts aux stratégies individuelles, Jem contrera le dit fort, le dit fort, bien dans son livre récent Sotos contra Riquelmes. Les groupes s'annulaient par les individus et l'objectivité des forces dont ils disposaient n'empêchait pas les stratégies personnelles. Les familles déployèrent leurs stratégies afin d'accroître leur sphère de solidarité et d'influence, mais les hommes qui les composaient jouèrent eux aussi leur rôle. Si l'appel du sang et le poids des lignaces étaient puissants, l'étaient aussi le désir et les possibilités de créer des espaces personnels. Dans ce drame que créa le fantasme de l'hérésie, une création personnelle d'un inquisiteur ambitieux était en jeu, dans un dur affrontement des intérêts collectifs et même des conceptions différentes du monde. Mais chaque individu pouvait aussi réagir personnellement, à partir de la trame de sa propre histoire. Une seconde raison plus profonde a ébranlé les certitudes anciennes, la prise de conscience par les historiens que leur discours, quelle qu'en soit la forme, est toujours un récit. Les réflexions pionnières de Michel de Certeau, puis le grand livre de Paul Ricoeur, et plus récemment l'application à l'histoire d'une poétique du savoir, qui a pour objet, selon la définition de Jacques Rancière, l'ensemble des procédures littéraires par lesquelles un discours se soustrait à la littérature, se donne un statut de science et le signifie, les ont obligés, bon gré et mal gré, à reconnaître l'appartenance de l'histoire au genre du récit, entendu au sens aristotélicien de la mise en intrigue d'actions représentées. Le constat n'allait pas de soi pour ceux qui, en rejetant l'histoire événementielle au profit d'une histoire structurale et quantifiée, pensaient en avoir fini avec les faux semblants de la narration et avec la trop longue et fort douteuse proximité entre l'histoire et la fable. Entre l'une et l'autre, la rupture avait semblé sans appel. À la place occupée par les personnages et les héros des anciens récits, la nouvelle histoire installait des entités anonymes et abstraites, au temps spontané de la conscience. Elle substituait une temporalité construite, hiérarchisée, articulée. Au caractère auto-explicatif de la narration, elle opposait la capacité explicative d'une connaissance contrôlable et vérifiable. Dans Temps et Récit, Paul Ricoeur a montré combien était illusoire cette césure proclamée. En effet, toute histoire, même la moins narrative, même la plus structurale, est toujours construite à partir des formules qui gouvernent la production des récits. Les entités qui manient les historiens, sociétés, classes, mentalités, sont des quasi-personnages, dotés implicitement des propriétés qui sont celles des héros singuliers et des individus ordinaires qui composent les collectivités que désignent ces catégories abstraites. D'autre part, les temporalités historiques maintiennent une forte dépendance par rapport au temps subjectif. Dans des pages superbes, Ricoeur montre comment la Méditerranée au temps de Philippe II de Braudel repose au fond sur une analogie entre le temps de la mer et celui du roi, et comment la longue durée y est une modalité particulière dérivée de la mise en intrigue de l'événement. Enfin, les procédures explicatives de l'histoire restent solidement arrimées à la logique de l'imputation causale singulière, c'est-à-dire au modèle de compréhension qui, dans le quotidien ou la fiction, permet de rendre compte des décisions et des actions des individus. Une telle analyse qui inscrit l'histoire dans la classe des récits et qui identifie les parentés fondamentales qui unissent tous les récits, qu'ils soient d'histoire ou de fiction, a plusieurs conséquences. La première permet de considérer comme une question mal posée le débat engagé autour du supposé retour du récit, qui pour certains aurait caractérisé l'histoire en ces dernières années. Comment en effet pourrait-il y avoir retour ou retrouvailles là où il n'y a eu ni départ ni abandon? La mutation existe, mais elle est d'un autre ordre. Elle tient à la préférence récemment accordée à certaines formes de récits, aux dépens d'autres plus classiques. Par exemple, les récits biographiques entrecroisés de la micro-histoire ne mettent en œuvre ni les mêmes figures, ni les mêmes constructions que les grands récits structuraux de l'histoire globale ou que les récits statistiques de l'histoire sérielle. De là une seconde proposition, la nécessité de repérer les propriétés spécifiques du récit d'histoire par rapport à tous les autres. Elles tiennent d'abord à l'organisation clivée ou feuilletée, comme écrivait Michel de Certeau,
d'un discours qui comprend en lui-même, sous forme de citations, qui sont autant d'effets de réalité, les matériaux qui le fondent et dont il entend produire la compréhension. Elles tiennent également aux procédures d'accréditation spécifiques grâce auxquelles l'histoire montre garantit son statut de connaissance vraie. Tout un ensemble de travaux s'est ainsi voué à repérer les formes à travers lesquelles se donne le discours d'histoire. L'entreprise a pu porter différents projets. Les uns établissent des taxinomies et des typologies universelles, les autres reconnaissent des différences localisées et individuelles. Du premier côté, on peut ranger la tentative de Hayden White qui vise à identifier les figures rhétoriques qui commandent et contraignent tous les modes possibles de narration, à savoir les 4 tropes classiques, métaphore, métonymie, synecdoque, et avec un statut particulier, métatropologique, ironie. C'est une même recherche de constante anthropologique, celle qui constitue les structures temporelles de l'expérience, et constante formelle, celle qui gouverne les modes de représentation et de narration des expériences historiques, qui conduit Reinhard Koselleck à distinguer 3 types d'histoire. L'histoire notation, Aufschreiben, l'histoire cumulative, Fortschreiben, et l'histoire réécriture, Umschreiben.